L'avocat s'est penché vers la table, a murmuré 5 mots et le visage de Vincent a perdu toute couleur. J'ai vu le sang quitter ses joues comme on retire une nappe, d'abord le menton, puis les tempes, puis les yeux. Autour de nous, la salle d'audience est restée immobile, un silence lourd, presque curieux. J'ai respiré, lentement, comme si je pouvais retenir ce moment parfait dans ma poitrine. Ce n'était pas tant la joie qui m'a traversée que la constatation nette qu'il avait cru tout prendre. Il ne se rendait pas compte qu'en voulant tout avoir, il signait surtout pour un bilan négatif dont il ne soupçonnait pas l'ampleur. Ces 5 mots ont été le souffle qui a fait éclore la vérité. Mais je ne vais pas tout raconter d'un coup. Laissez-moi revenir au début, à la façon dont nous en sommes arrivés là, parce que comprendre le décor permet de saisir la blessure réelle. Ce n'est pas la maison qui l'a prise, c'est la personne que nous avions ensemble, et surtout, c'est Tyler qui l'a le plus senti. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous pour d'autres récits comme celui-ci. Je m'appelle Alexis, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré Vincent. Lui en avait 24, un sourire qui annonçait des promesses, une énergie presque tactile et une capacité à rendre les choses possibles qui m'a semblé, à l'époque, miraculeuse. Nous nous sommes aimés vite, avec la certitude naïve que l'amour suffit. 15 ans plus tard, on m'a demandé de quitter la maison que nous avions choisie ensemble, de céder des titres, des parts, des clés, comme si tout cela n'avait jamais été tissé de nos efforts communs. 15 ans à transformer des idées en présentations, des nuits en décisions, des conversations en contrats. 15 ans à être la colonne discrète derrière chaque fenêtre allumée. Le début a été un mélange de romantisme et de débrouillardise. J'ai quitté des études que j'aimais pour prendre le relais administratif, la comptabilité improvisée, l'accueil des premiers clients. J'aimais ça, je croyais à ce que nous construisions. Quand Tyler est né, j'ai appris à jongler entre couches et plans commerciaux, entre biberons et projections de chiffres. Il y avait des matins où la maison sentait le café et le pain grillé, où je mettais la même écharpe que ma grand-mère m'avait donnée, une écharpe que j'appelais ma cape, parce qu'elle tenait chaud et parce qu'elle ressemblait à une promesse de protection. Nous avons peint les murs du salon en sage green, ce vert doux, demi-ton, que j'avais choisi pour calmer l'espace quand le stress du travail venait envahir nos soirées. Ce sage green est devenu un repère mental. Quand Tyler entre après l'école, je voyais son visage se détendre devant ce mur, et je me disais que nous avions bien fait de choisir cette couleur, parce qu'elle rendait notre petit monde moins dur. Il y a eu des signes, des micro-trahisons presque invisibles au début. Vincent a commencé à arriver tard, à répondre au téléphone en marchant loin de moi, à parler chiffon et contrat comme s'il n'avait plus de lien avec notre foyer. J'ai mis ça sur le compte des périodes de croissance, des sollicitations extérieures. Les amis nous disaient que c'était normal, que quand un business prend de l'ampleur, il faut sacrifier du temps. Ma mère me rappelait la vieille maxime de ma grand-mère. On reconnaît le bâtisseur aux soins qu'il porte à ce qu'il laisse derrière lui. Je pensais alors que nous étions des bâtisseurs. Je pensais que nous laisserions des traces propres, des choses durables. 3 ans avant qu'il ne prononce les mots « je veux le divorce », j'ai ouvert un dossier qui a tout changé. Ce n'était pas une enquête dramatique, pas à la manière des films, pas de confrontation théâtrale. C'était une fin de nuit, une tasse de thé refroidie à côté du clavier, et une curiosité qui s'est transformée en nécessité. J'ai commencé à regarder nos relevés, d'abord par souci de ménage financier, qui payait quoi, quel virement sortait, petite divergence apparente. Puis j'ai vu des éléments discordants, un prélèvement pour un appartement loué au nom d'une société que je ne connaissais pas, des transferts vers des comptes qui n'apparaissaient pas sur les déclarations que nous faisions ensemble, des lignes prêts personnels, avec des montants qui m'ont fait froncer les sourcils. C'était comme découvrir des miettes de pain dans les interstices du canapé. Au début, on ne pense pas que quelque chose de grave se cache dessous. Puis, la logique s'impose. Les chiffres se sont assemblés en une image moins flatteuse. Prêts consentis sans mon accord, cartes professionnelles payant des achats qui ressemblaient plus à des folies personnelles, bijoux, voyages, et une inquiétante série de transactions en crypto-monnaie. Petites sommes d'abord, puis des montants significatifs. J'ai trouvé une location rénovée dans une autre ville, facturée à la société dont je ne connaissais pas l'existence. Un compte dépenses discrétionnaires qui servait clairement à autre chose qu'à des fournitures de bureau. En ajoutant tout, en recoupant les dates, j'ai fait une addition qui m'a presque fait perdre l'équilibre. Environ 1,9 million de dollars de dettes,
liée au seul périmètre commercial et personnel de Vincent. Je me suis assise, avec la liste devant moi, en me répétant « Non, ce n'est pas possible ». Et pourtant, les documents étaient là, glacés, implacables. La maison, celle où nous avions peint le salon en sage green, avait une estimation d'environ 850 000 $. Sur le papier, ça semblait solide. Dans ma tête, la maison était notre refuge, l'endroit où Tyler aurait son histoire. Mais quand j'ai regardé la liste globale, j'ai compris que la valeur apparente était plus fragile qu'une vitrine. Les dettes, elles, n'étaient pas des rêves. Elles avaient des créanciers, des échéances, des lignes de crédit qui pouvaient être revendiquées. J'ai senti pendant une nuit entière que tout risquait de se retourner contre nous, que la maison pouvait devenir un foyer de tension financière au lieu d'un abri. Je ne suis pas du genre à céder aux paniques explosives. Ma réaction a été pratique et silencieuse. J'ai contacté Nina, l'avocate que j'avais en tête depuis des années, la même qui m'avait aidé à comprendre les bases d'une succession lorsque mon père était tombé malade. Nina a écouté sans jugement. Elle a dit que nous devions protéger Tyler en priorité, que la vulnérabilité ne nous servirait à rien. Elle m'a expliqué avec des mots clairs que certaines protections existent, que l'on peut mettre à l'abri des biens qui viennent d'héritage ou d'un compte personnel différent. Je me rappelle de la façon dont elle a dit « protéger », comme une commande de soins, pas comme une stratégie combative. Nous avons mis de côté environ 520 000 $ de ce qui me revenait de droit, des fonds issus de mon héritage et d'un toit IRA que ma famille avait conservé pour nous. Nous avons placé ces montants dans un trust irrévocable pour Tyler. J'ai pris cette décision comme une mère qui bâtit une digue contre une marée dont elle craint la force. Je mets les choses ici comme elles se sont passées, sans en faire une liste de conseils. Chaque dossier est singulier, chaque tribunal a ses propres règles, et je ne suis pas en train de dire « faites ceci ». Je raconte ce qui m'a aidé à tenir debout quand tout autour vacillait. La constitution du trust a été une page administrative, des signatures sur du papier, des précautions, la présence de mon avocat. C'était aussi un geste symbolique, mettre un mur entre ce qui appartenait à Tyler et la volatilité du reste. Je n'ai pas dormi pendant des jours, mais au matin, quand j'ai vu le numéro du trust sur le document, quelque chose s'est apaisé. En parallèle, j'ai commencé à faire des copies. Pas des copies mal faites, des impressions, des sauvegardes cryptées, des dossiers physiques rangés dans une boîte que j'ai cachée sous une vieille planche du garage, un geste presque enfantin et pourtant plein de sérieux. J'étiquetais, je classais, je relisais, je mettais des dates. J'ai aussi mis à l'abri mon ordinateur personnel, changé quelques mots de passe, sans jamais en faire un secret pour Tyler. Il avait besoin de savoir que nous préparions un avenir sûr, pas d'être tenu à l'écart comme s'il était fragile. Je voulais qu'il sente la solidité de nos choix, pas qu'il devine la peur dans mes gestes. Les jours de la préparation sont devenus une sorte de théâtre silencieux. À l'extérieur, je continuais à jouer la femme absorbée, la collaboratrice qui gère la comptabilité, la mère qui va chercher la lessive et fréquente les réunions d'école. À l'intérieur, je faisais des maths qui m'a donné la nausée. Je regardais encore et encore la liste des prêts, des échéances, de l'appartement loué, des transferts vers des comptes anonymes. Je voyais le visage de Diane, une amie qui, à l'époque, riait avec nous lors des dîners, et dont les messages devenaient de plus en plus rares. Je repensais à Lorraine, la belle-mère, dont les compliments à moitié voilés sur la nouvelle vie de Vincent se faisaient de plus en plus fréquents. Et puis, il y avait Britney, si jeune, si bien placée dans son maquillage et son sourire, qui semblait savoir exactement où se tenir pour être visible sans toucher la structure fragile que nous avions mise des années à construire. Ces personnes n'étaient pas les méchants d'un film, elles étaient des constats, parfois complices, parfois aveuglés par l'intérêt. Je les ai regardées comme on lit une météo. Savoir qu'il va pleuvoir ne rend pas aimable la pluie, mais on s'habille en conséquence. À mesure que je rassemblais les pièces, une idée a mûri. Il valait mieux paraître peu et inoffensive en public, non pas par lâcheté, mais par nécessité. La partie qui vient maintenant peut sembler étrange à ceux qui n'ont jamais vécu la crainte d'une perte totale. J'ai décidé de jouer la perdante lors des séances de médiation. J'ai accepté de signer des renonciations apparentes, d'accepter un règlement qui sur le papier semblait modeste, 50 000 $, un montant symbolique qui aurait suffi à calmer bien des consciences, mais pas à régler ce que Vincent croyait qu'il prenait. On m'a dit que cela pouvait sembler une capitulation. Je l'ai pris comme une mise en scène, un sacrifice apparent pour obtenir autre chose de plus essentiel. Le calme pour laisser la procédure suivre son cours, la mise en place du trust et la conservation des preuves que nous avions rassemblées. J'ai appris à me tenir droite sans faire d'histoire. À la médiation, j'ai souri, j'ai écouté, j'ai accepté les termes comme une mère qui accepte une tempête pour préserver l'enfant. Les gens présents ont vu une femme qui lâchait prise.
Vincent a vu le triomphe dans ses yeux, une victoire fatale. Il s'est imaginé maître de tous les biens, des voitures, de la maison, de l'entreprise. Il ne voyait pas la réalité qui se cachait sous la surface, les dettes accumulées, les lignées de crédit, les obligations contractées au nom d'une société qu'il pensait tenir fermement. Il ne savait pas que j'avais déjà placé les fonds de Tyler à l'abri, ni que j'avais mis de côté des copies de documents qui, le moment venu, parleraient d'eux-mêmes. Pendant cette phase, j'ai eu des conversations avec Nina qui avaient un caractère quasi philosophique. Nous parlions de justice, non pas comme d'un coup de théâtre où l'on humilie l'autre, mais comme d'une réparation des torts. Nina me rappelait que l'objectif n'était pas de punir pour le plaisir, mais de protéger. Elle parlait peu, de manière tranchante, et je l'écoutais. Dehors, la ville continuait sa course. Les gens achetaient du pain, prenaient le bus, allaient au travail. À l'intérieur, j'avais l'impression d'être dans l'attente d'une horloge dont je ne voyais pas les aiguilles. Il y a eu des jours où je me réveillais le cœur lourd et je regardais Tyler dormir. Il était alors âgé de 15 ans, la bouche souvent tordue entre le sérieux et le dédain des adolescents. Il aimait le foot, les jeux de stratégie, et venait me chercher quand la maison sentait trop fort la réparation d'adultes. Sa blessure n'était pas faite de mots explosifs, elle était faite de silence, de regards qui se détournaient, de fêtes familiales qui changeaient de ton. Il a d'abord offert son incompréhension, puis la colère, puis un repli discret. Nous avons eu des nuits où il refusait de parler, des jours où il m'ignorait, et d'autres où il s'asseyait à côté de moi et me demandait des banalités comme pour vérifier que j'étais encore là. Protéger Tyler a été le fil conducteur. Toute décision, toute stratégie, toute phrase prononcée en audience l'avait pour destination. Je me souviens d'une médiation particulière. La salle était chauffée comme une salle d'attente, la lumière trop claire pour être flatteuse. Vincent portait un costume sombre, parfaitement repassé. Britney était à sa droite, impeccable, regardant le téléphone plus que la table. Lorraine était là aussi, ses mains posées sur ses genoux comme si elle priait pour une récompense. Diane avait envoyé un message pour dire qu'elle ne pourrait pas assister. J'ai pris la parole et j'ai dit des choses banales. Je souhaite que tout se passe au mieux pour Tyler. J'ai accepté la somme de 50 000 $, j'ai signé une renonciation aux actifs conjoints. Les stoppels du stylo ont résonné sur le papier. C'était une mise en scène millimétrée, mais je ne pouvais pas l'expliquer à voix haute. Les gestes étaient en apparence ceux d'une femme qui renonce à tout. Quand Vincent a reçu le document, on aurait dit qu'il se voyait déjà repartir avec la totalité. Après ces séances, je rentrais chez moi. Je peignais parfois un coin de mur en sage green parce que c'était une action tangible, parce que ça donnait l'impression d'ajouter quelque chose de calme à la maison. Une fois, en passant la main sur la peinture fraîche, je me suis surprise à penser au goût d'une tarte que faisait ma grand-mère, un mélange de sucré et d'austérité. J'ai ouvert la boîte à recettes dont la couture était fragile, et j'ai relu ses annotations au crayon. Ces petites choses, la peinture, la boîte à recettes, l'écharpe, étaient mes encres dans une période où tout semblait fluide. Mais même si j'avais l'air d'avoir tout cédé, j'étais loin d'être naïve. J'avais donné l'illusion d'abandonner pour faire surgir la vérité au bon moment. Et voilà pourquoi, le jour où l'avocat de Vincent a prononcé ces 5 mots à l'horaire d'un juge, il a pâli. Le murmure a été comme un trait de lumière qui révèle une peinture cachée sous une couche de blanc. Les documents que nous avions préparés, l'addendum de responsabilité, les copies des transferts, la synthèse des dettes, se trouvaient déjà entre les mains de personnes qui savent lire au-delà des apparences. Mais je vais m'arrêter là, avant d'entrer dans la salle où tout bascule vraiment, parce que ce basculement mérite son espace. J'arrête le récit au moment où l'horloge marque le temps compté, avant que la vérité, enfin, ne reçoive son tour de parole. Vous assumez toutes ces dettes. Ces 5 mots ont craqué dans la salle comme une porte qu'on referme. Le murmure de l'avocat de Vincent n'avait rien d'ostentatoire. C'était une phrase posée, presque désolée, et pourtant elle a eu l'effet d'une salve. Vincent a pâli en quelques secondes, comme si on venait d'éteindre la couleur de son visage. Harold a ouvert la bouche, prêt à protester, mais le juge Patricia Holden a levé la main, d'un geste qui ramenait tout le monde à l'ordre. Elle a demandé à voir le document. Un commis a tendu l'alias, on a tourné les pages, et la salle est devenue un lieu où seules les paroles pesaient. Nina se tenait près de moi, calme. Sa présence était une encre. Elle n'a pas montré de triomphe, elle a montré une sorte de certitude professionnelle qui ne cherchait pas la gloire, mais la vérité. Harold s'est levé, il a essayé d'expliquer, ses mains faisant de petits avions, des objections, des nuances, des mais. Il a parlé de mauvaises interprétations, d'erreurs de formulaire, d'intention. Nina a répondu posément, en citant des dates, des signatures, des transferts. Elle a lu d'une voix claire la synthèse que nous avions compilée pendant des mois, les prêts, les lignes de crédit, les transferts vers cette société écran,
la location de l'appartement rénové, les achats personnels débités comme dépenses de l'entreprise. J'ai senti mes oreilles bourdonner quand elle a posé le chiffre 1,9 million de dollars, avec la manière d'énoncer une vérité matérielle qui ne se discute pas. Le juge a lu l'addendum de responsabilité, lentement, en faisant défiler les paragraphes. Ce document stipulait que, dans la structure contractuelle où figurait la signature de Vincent, il avait engagé la responsabilité de la société sur certaines lignes de crédit en son nom personnel. Les pages montraient des accords, des avenants, des signatures numérisées et des dates qui recoupaient les virements étranges. Ce n'était pas un piège que j'avais tendu, c'était un assemblage de faits qui, mis bout à bout, exposait la réalité. Une réalité que Vincent, dans sa réussite et son aveuglement, n'avait jamais pris le temps de regarder en face. Quand la juge a levé les yeux, elle n'avait ni pitié ni plaisir. Elle avait la détente mesurée d'une personne qui sait ce que la loi peut faire et ce qu'elle ne peut pas. « Monsieur Mercer, a-t-elle dit, les documents présentés ici montrent que vous avez, à plusieurs reprises, engagé des lignes de crédit et accepté des conditions qui vous lient. Le tribunal ne peut ici annuler des obligations contractées, faute de motifs légaux valables présentés par la défense. Sa voix, ferme, a appuyé sur chaque mot de façon à ce que l'évidence résonne. Elle a ajouté qu'il existait des créanciers qui pourraient demander réparation, que la valeur d'une maison n'efface pas automatiquement des dettes et que des recours financiers pourraient se livrer. Rien de spectaculaire, seulement le constat froid et irréfutable que les chiffres existent et demandent à être réglés. Vincent est resté immobile un instant, puis tout est allé très vite. Son sourire s'est effondré, sa mâchoire s'est contractée et on a vu la peau à travers les joues, comme si un linge fin venait de se tendre sous sa peau. Harold a pris la défense d'un ton plus haché, a essayé de proposer des aménagements, mais la réalité s'imposait. 1,9 million de dettes ne disparaît pas par la seule volonté d'un homme et la maison à 850 000 $ ne se transforme pas en un chèque vierge. Le juge a expliqué qu'il reviendrait aux créanciers de poursuivre et qu'en attendant, l'équilibre comptable était ce qu'il était. Vincent a baissé la tête. J'ai vu pour la première fois depuis des années la peur se dessiner sur lui comme une carte. Je ne dirais pas que j'ai jubilé. Il y avait une tristesse ponctuelle dans mon âme, non pas pour ce qu'il avait perdu matériellement, mais pour ce qu'il avait détruit. Parce que l'effondrement d'une façade se paie souvent au prix d'autres vies. Tyler, surtout. Quand la juge a rendu sa décision, j'ai senti mes yeux brûler, pas de fierté, mais de soulagement que nous puissions enfin respirer un peu. Le trust de 520 000 $ que nous avions constitué pour Tyler restait intact. Il était hors de portée des turbulences courantes et, plus important, il représentait une promesse que je voulais tenir. Je m'étais battue pour que cette promesse survive. Après l'audience, la salle s'est vidée en un flot discret. Les regards venaient parfois se poser sur moi, certains remplis de curiosité, d'autres de compassion mal placée. Harold a tenté une poignée de main tremblante. Nina a refermé son dossier sans un geste superflu. Vincent a quitté la salle avec Britney à ses côtés, la tête basse, un geste protégé par la posture de quelqu'un qui sent les murs se fermer. Lorraine avait le visage creusé, comme si elle comptait tout ce qu'elle avait apprécié et y mettait désormais un prix. Diane n'était pas là. Elle a envoyé un message plus tard, une phrase courte qui ressemblait à un aveu. « Je suis désolée, je ne savais pas ». Les mots, dans ce cas, avaient une cadence de regret tardif. Les jours qui ont suivi l'audience n'ont pas ressemblé à ce que les films laissent imaginer. Il n'y a pas eu coup de cymbale ni concert d'insultes publiques. Il y a eu des courriers, des appels discrets de créanciers, des mises en demeure timides au début, puis plus pressantes. La banque a demandé des garanties supplémentaires. Certains fournisseurs ont suspendu des lignes. Vincent a commencé à recevoir des factures dans des enveloppes qui ne demandaient qu'à être ouvertes. Des termes simples comme échéance, recouvrement, mise en demeure. Le cabinet comptable a fait des calculs que personne n'aime entendre. Il y a eu des audits, des réunions où l'on regardait des graphiques dont les courbes descendaient. L'entreprise a perdu des contrats dans la semaine suivante. Des partenaires ont fait marche arrière, des fournisseurs ont demandé leur dû. Progressivement, les accès se sont fermés, les cartes se sont vues refusées, et l'Empire, aux fondations si fragiles, a révélé son instabilité. Britney est partie en silence, en quelques semaines. Elle n'a pas fait de scandale. Elle a simplement cessé d'apparaître au dîner, a effacé des photos, a revendu la voiture qu'elle utilisait parfois. Certains diront qu'elle a fui parce que l'image était plus importante que l'attachement. Peut-être. Lorraine a ralenti ses visites. Un de ses enfants l'a appelée pour lui dire qu'il fallait prendre ses distances. Diane a tenté un message public de regret, mais la blessure venait de loin, et les mots n'ont pas toujours le pouvoir de réparer leur manque. Les amis qui avaient pris parti d'un côté ou de l'autre ont choisi le confort de l'eau tiède. Plusieurs m'ont évité pendant des mois, comme si la proximité m'aurait taché d'une contour indésirable. La faillite annoncée de la société est arrivée comme un hiver, inéluctable et froid. Les institutions ont commencé à saisir des actifs,
Des procédures de recouvrement ont été ouvertes. Vincent, celui qui jadis affichait des contrats signés, des trophées, des photos dans des magazines, a dû passer par des entretiens où il expliquait des chiffres qui ne ferment pas. C'était douloureux à voir, non par plaisir, mais parce que la chute de quelqu'un que l'on a connu proche touche des souvenirs. J'ai pensé à tous les matins où il m'avait demandé d'apporter un café brûlant, aux fois où il m'appelait pour me dire « on y est presque ». Voir cet homme perdre sa prestance m'a rappelé que la dignité ne dépend jamais du compte en banque. Une nuit, longtemps après que les huissiers eurent quitté la société, Vincent a téléphoné. Sa voix n'était rien d'autre qu'un souffle. Il a dit qu'il comprenait maintenant, d'une façon qu'il n'avait jamais admise en face. Je l'ai écouté. Il n'y avait pas d'excuses bien formées, pas de grandes déclarations, juste une voix qui semblait chercher un point d'appui. Je n'ai rien répondu de théâtral. J'ai dit simplement que ce n'était pas l'argent qui m'importait, que c'était Tyler. Il a sangloté, pour la première fois que je l'ai entendu sincère. J'ai senti mon cœur se tordre, parce que la douleur humaine est là, même chez ceux qui ont causé le tort. Je n'ai pas fermé la porte de la compassion. Je l'ai verrouillée doucement. Certaines blessures appellent de la distance plus que du pardon immédiat. Tyler, lui, a traversé tout cela à sa manière. Pendant un temps, il m'a rejeté. Il m'a accusé d'avoir laissé la maison, d'avoir perdu son monde. Ces mots ont sonné comme des lames, malgré que je sache qu'ils venaient d'un adolescent blessé. J'ai pris le temps de l'écouter, sans me défendre, parce que ces paroles étaient le miroir de sa peine, pas la mise en accusation d'une stratégie. Il a vécu la honte sociale, le petit monde de l'école qui voulait savoir, les camarades qui glissaient des commentaires. Un soir, il m'a dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Je lui ai répondu que je l'avais protégé, que certaines décisions se prennent dans l'urgence pour protéger une vie qui ne peut porter tous les fardeaux. Il est resté silencieux, les yeux pleins. Ce silence a été le signe que la vérité atteignait un coin de son cœur. La réconciliation n'est pas une scène unique, c'est une série d'heures, de gestes, de petites choses qui reviennent. Nous avons commencé par de petites routines, préparer la tarte de ma grand-mère ensemble, la pâte qui colle aux doigts, le sucre qui crisse, la façon de doser l'austérité et la douceur. Nous avons repeint un coin du salon en sage green, tout petit coup de pinceau, Tyler corrigeant les bords comme s'il réparait une couture. Il m'a dit, en essuyant ses mains, que ce mur lui rappelait le calme. J'ai compris que le sage green n'était plus seulement une teinte, c'était un refuge que nous avions construit à force de petites décisions. J'ai utilisé le règlement de 50 000 $ comme la première brique d'une reconstruction pragmatique. Ce montant, modeste au regard d'un empire détruit, m'a servi à payer un dépôt pour un petit appartement, à acheter un équipement basique et surtout à m'inscrire à une formation en design d'intérieur. J'avais toujours aimé transformer les espaces. Désormais, je pouvais le faire pour moi et pour d'autres. J'ai choisi la sobriété, pas de luxe, seulement des outils et une direction claire. J'ai appelé Sandra, une ancienne cliente de Vincent qui cherchait à réagencer son salon-boutique. C'était une opportunité honnête, pas un grand contrat, mais elle accepta de me rencontrer parce qu'elle aimait le courage que l'on sentait dans les choses modestes. Le premier jour où Sandra est arrivée dans mon nouvel espace de travail, j'avais une boîte à échantillons ouverte, des catalogues griffonnés, des croquis sur le mur. Elle a touché un nuancier sage green et m'a souri d'une façon simple et réconfortante. « J'aime cette couleur », a-t-elle dit. Ensemble, nous avons repensé la vitrine, ajouté des touches de bois, des coussins, une lumière plus douce. Je lui ai proposé un plan, elle a accepté. Le premier client réel, Sandra, a payé 100 fois plus en confiance que la somme en dollars qu'elle a remis. Quand j'ai présenté le rendu final, elle a pleuré. Ce n'était pas uniquement la beauté du design, c'était le fait qu'un espace, redevenu accueillant, avait réveillé quelque chose en elle. Son émotion a été un vaccin contre les nuits d'angoisse. Le premier chèque que j'ai encaissé en tant que moi indépendante, je l'ai regardé longuement. C'était peut-être 2000 $. À côté du décompte de 1,9 million, c'était dérisoire. Mais pour moi, c'était un symbole. Le travail produit, l'échange honnête, la valeur retrouvée. J'ai invité Tyler à déjeuner pour fêter la première mission. Nous avons mangé une tarte tiède et bu du café pas assez fort, et il m'a dit qu'il était fier. Ce petit mot a tenu lieu de pierre angulaire. Les mois suivants, j'ai enchaîné des petits contrats. Relooking d'appartements, conseils pour des petites entreprises, journée de chantier dans un café où j'ai repeint les murs en sage green. J'ai pris des clients qui me demandaient plus de sincérité que d'apparat, et progressivement, les factures ont été payées. Le trust de Tyler, quant à lui, est resté une balise qui m'a permis de respirer. Je ne l'ai pas touché pour des dépenses quotidiennes. Il a été conservé avec la même dévotion que l'on met à préserver un héritage. L'existence de ces fonds a été une sécurité psychologique autant que financière.
Lorsque Tyler a voulu envisager des études post-lycée, nous avons pu discuter sans que la peur de manquer ne commande notre dialogue. Cela a été pour lui comme pour moi une manière de transformer le traumatisme en projet. Il a commencé à prendre soin de ses affaires, à parler à haute voix de ce qu'il voulait. Nous avons fait des plans modestes, une formation en photographie, un petit studio pour pratiquer. Rien d'ostentatoire, seulement des projets qui tiennent dans la réalité. Il y a eu des jours d'amertume, je ne vais pas les cacher. Regarder Vincent à la télévision, donnant des interviews où il parlait de résilience, m'a parfois irritée. Voir certaines personnes qui nous avaient tourné le dos revenir avec des mots prudents m'a parfois rendue méfiante. Mais la rancœur, avec le temps, s'est effilochée comme un bout de tissu qui n'a plus de rôle. J'ai appris à voir la justice non comme un spectacle de revanche, mais comme une restauration de ce qui était essentiel. La sécurité d'un enfant, la possibilité d'une vie honnête. J'ai appris que la meilleure revanche est souvent de vivre bien. Des voisins qui autrefois ne regardaient que l'enveloppe sociale ont parfois franchi la porte pour me demander des conseils. D'autres sont restés à l'écart et c'était leur choix. Lorraine m'a appelé une fois, tard, pour laisser tomber une phrase gênée sur le ton de la conscience retrouvée. Je n'ai pas répondu tout de suite. La bonté ne se commande pas au téléphone, elle se prouve. Quelques mois plus tard, elle a laissé un gâteau sur le palier, une tentative maladroite de réparation. J'ai remercié par message, sobrement. Certains liens se recollent moins que d'autres, et il faut accepter qu'il y ait des espaces qui restent vides. Un matin de printemps, alors que le soleil découpait des prés chauds sur le mur sage green, Tyler est venu vers moi avec un carnet blanc. Il m'a tendu une page où il avait fait un dessin. Une maison, un arbre, deux silhouettes. Sous le dessin, en lettres un peu tremblées, il avait écrit « Recommencer ». Le mot m'a pris aux yeux. Je l'ai serré. Ce dessin était la preuve la plus nette que nous pouvions nous relever. Recommencer ne signifiait pas oublier, c'était apprendre à poser des briques avec des mains fines. Je pense souvent à cette idée que Vincent a tout pris. Il est ironique de constater que ce qu'il a cru prendre, la maison, l'entreprise, les trophées, s'est parfois transformé en fardeau. Les dettes, les obligations, sa réputation entamée, la solitude d'un homme regardant ses mois s'effacer, tout cela n'est pas un triomphe. Ce qu'il a pris, en vérité, c'est la possibilité d'une vie tranquille. Et il a laissé derrière lui une blessure que Tyler a ressentie plus fort que nous deux réunis. La blessure n'a pas disparu. Elle s'est cicatrisée petit à petit, avec du temps, des gestes, la répétition fidèle d'êtres humains qui tiennent parole. Aujourd'hui, je vis dans un appartement aux murs sages, mais modestes. Ma table est rayée, il y a des rayons de soleil sur la nappe usée de la cuisine et un pot à crayon où repose une écharpe de ma grand-mère, la même qui m'a tenu si chaud pendant des nuits d'incertitude. Mon activité a grandi doucement, par bouche à oreille. J'ai embauché une aide ponctuelle, pris des stagiaires pour qui ce métier est un apprentissage, et j'enseigne parfois la manière simple de choisir une couleur qui apaise. Je ne fais pas de promesses grandioses, je propose du soin. Le trust pour Tyler existe toujours, discret et intact comme la pierre d'un phare. Je dis souvent, quand on me demande ce que j'ai appris, la patience, d'abord. La patience de compter, de vérifier, de ne pas céder aux pulsions. L'importance de protéger ce qui est vulnérable, un enfant d'abord. Et puis la nécessité de travailler comme on soigne un jardin, avec constance, en arrachant les mauvaises herbes et en arrosant ce qui veut pousser. Il y a une beauté simple à reconstruire, à petits pas, sans tambour, sans fanfare. Le sage green du salon n'est plus seulement une couleur, il est un contrat silencieux entre Tyler et moi, une promesse peinte. Je n'encourage personne à reproduire ce que j'ai fait sans conseil. Ce récit est le compte-rendu d'une expérience, ce qui m'a permis de protéger mon fils et de retrouver une indépendance relative. Chaque dossier est différent et chaque juridiction a ses règles. Je l'ai dit à voix haute et je le répète ici, parce que la nuance compte. Mais je sais aussi que raconter cette histoire peut aider quelqu'un à sentir qu'il n'est pas seul, quand il affronte la perte, l'humiliation ou la trahison. Un matin, en allant chercher le courrier, j'ai trouvé un petit mot écrit de la main de Tyler que je garderai toujours. « Merci, maman ». 2 mots, simples, qui disent tout ce que l'on ose parfois exprimer. Ils ont ce pouvoir de remettre les priorités à leur place. Si un jour je me rappelle de tout cela sans douleur, ce sera parce que ces 2 mots auront éliminé un grand nombre de nuits agitées. Je ne peux rien promettre aux autres quant au résultat. La vie n'est pas une mécanique prévisible.
Mais je peux témoigner que la vérité finit souvent par se montrer, que les chiffres ne disparaissent pas quand on les cache, et que protéger ce qui appartient aux plus vulnérables est un devoir qui vaut tous les efforts. J'ai appris à ne pas confondre victoire et revanche. La vraie victoire, pour moi, a été de voir Tyler dormir sans crainte, de pouvoir payer un repas correct et de sentir que mes mains, usées par la peinture et les plans, peuvent construire plutôt que mendier. Si cette histoire vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une rupture et a besoin d'entendre qu'on peut survivre et reconstruire, abonnez-vous et partagez cette chaîne. Pour d'autres récits de vie, d'écoute et de renouveau, restez avec nous.